à toutes et à tous. Hier, 1er décembre, c'était la journée mondiale du sida avec comme thème principal « Connais ton statut ». Ce rendez-vous annuel invite le monde entier à riposter activement contre la propagation du VIH grâce au dépistage précoce, à la mise sous traitement et aux efforts de prévention accrus. D'ailleurs, entre 2000 et 2017, le nombre de nouvelles infections a chuté de 36% et le nombre de décès liés au VIH a baissé de 38%, sauvant ainsi près de 12 millions de vies sur la même période. Mais question, est-ce que le sida continue de faire peur aujourd'hui? Le décryptage va y répondre. Elle, par contre, prend en compte toutes les composantes de l'économie numérique, à savoir les technologies de l'information et de la communication, la réglementation et l'outil numérique. C'est le bien fondé de la Semaine du numérique qui a pris ses quartiers à Cotonou. Et si l'initiative vise à mettre en lumière et à développer l'écosystème du numérique au Bénin, on se demande comment l'ensemble des acteurs publics et privés peuvent-ils en tirer profit? Ce sera le sujet du dossier de la semaine. Madame, Monsieur, merci de préférer BB24 et votre émission Week Echo. On démarre par le mini-journal. C'est une présentation de Amandine Agnambossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du mini-journal. Le karité béninois est-il en passe de se développer? Davantage à cette question où on est bien tenté de répondre par l'affirmative. Le gouvernement béninois, le cadre intégré renforcé et plusieurs partenaires viennent en effet de lancer un projet d'appui au développement de la chaîne de valeur karité. Et comme les femmes sont au cœur de l'activité, le projet met un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Michel Elegbe, Estelle Pazou. Dans toutes les zones de production, la transformation du karité a toujours été l'apanage des femmes. Du ramassage des amandes jusqu'aux produits finis, elles seules interviennent. Elles contribuent ainsi à la valorisation du karité et à l'entrepreneuriat féminin. Deux points essentiels au projet d'appui au développement de la chaîne karité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je crois que c'est un très bon projet parce que beaucoup de programmes ont été cités qui doivent être exécutés pendant les 3 ans de ce projet. Tous les programmes qui entrent en ligne de compte pour la mise en œuvre du projet ont essentiellement trait à la formation des acteurs de la filière. Plus de 200 000 femmes seront impactées à travers une amélioration des techniques de ramassage, de stockage, de séchage et de transformation des amandes. À terme, elles envisagent un accroissement de leur production, mais elles ne maîtrisent pas encore le marché d'écoulement, ceci aussi bien au niveau local qu'international. Nous allons surtout demander au projet de nous aider à avoir assez de marché. Parce qu'en nous donnant des formations à mieux faire, si nous faisons mieux, ça veut dire que nous sommes en train d'améliorer. Maintenant, en améliorant, ça veut dire que nous pouvons produire beaucoup. Dès que nous allons produire beaucoup, où est-ce que nous allons le vendre? Il faut qu'ils y pensent vraiment. Dès que nous on produit, que les autres achètent, qu'ils consomment. Là, nous, on pourra avancer dans ce sens-là. Mais sans la consommation locale, comment on peut encourager celui qui est hors de notre pays à consommer? C'est à nous de consommer, de dire c'est bon. Et comme ça, celui qui est de l'autre côté, il a dit, ah voilà, les autochtones même apprécient, donc faisons comme eux. Traité, transformé ou bien emballé, voilà à quoi ressemble le karité. Il peut être utilisé à des fins variées. Le beurre de karité se consomme sous diverses formes. Ce n'est pas seulement prendre l'huile pour faire la sauce qui dit que tu consommes. Tu peux utiliser le savon, tu peux utiliser la pommade, tu peux utiliser les produits pharmaceutiques. À partir du moment où il y a du beurre de karité dedans, tu es en train de le consommer. Pour rappel, le karité est le 3e produit d'exportation au Bénin derrière le coton et l'anacarde. Environ 30 000 tonnes de noix sèches sont transformées, soit moins de 50% du volume disponible. D'un coût total de plus de 3,5 milliards de francs CFA, le présent projet veut battre ce record en comptant d'abord sur les femmes transformatrices.
Les jeunes diplômés sans emploi se donnent la main pour améliorer leurs conditions de vie. Ils créent à l'occasion le CONEJ, Conseil national pour l'emploi des jeunes, une instance au sein de laquelle ils entendent trouver des solutions aux questions liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Reportage Enoch Rompati, Petroni Lokoso. Ils sortent chaque année de nos universités, bardés de diplômes, mais peu arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Pourtant, ils représentent plus de 60% de la population active. Les jeunes diplômés sans emploi sont soucieux de leur situation sociale. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Au début, l'appellation était FENADEB, entendez Fédération nationale des diplômés sans emploi du Bénin. Mais dans la discussion, nos jeunes frères qui n'ont pas eu le bac, mais qui ont quand même eu d'autres diplômes, tels que le CAP, les diplômes professionnels, nous ont contactés et ont souhaité quand même faire marche avec nous. Raison pour laquelle nous avons décidé à notre sein, à l'ouverture de notre congrès, de changer la dénomination initiale et nous sommes devenus maintenant Conseil national pour l'emploi des jeunes, entendez CONEJ. À la tête de ce creuset, 11 membres. Et comme feuille de route, négocier et faciliter le couloir de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés sans emploi. Tous sont conscients que l'État, employeur sûr, a ses limites. Ces jeunes demandent alors des formations complémentaires qui seraient en parfaite adéquation avec le marché de l'emploi. Nous tous ne pouvions pas aller vers la fonction publique. Nous sommes conscients de cela. Nous voulons quand même que l'État nous donne encore d'autres formations, puisque ce que nous avons reçu dans les universités ne sont pas adéquats avec ce que nous rencontrons sur le marché de l'emploi. Donc nous voulons être quand même formés pour vraiment être à même de travailler convenablement sur le terrain. Et pour ce faire, ils ont choisi comme thème principal le marché de l'emploi au Bénin, état des lieux, défis et perspectives. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la question de l'environnement de l'emploi est autre. Il y a de nouveaux emplois qui naissent, mais il n'y a pas de formation dans des universités pour en réalité donner une valeur à ces personnes-là qui ont des aptitudes dans ces domaines. Il faut que l'État réadapte les diplômes de formation professionnelle au sein des universités, peut-être même à partir du primaire jusqu'au niveau de l'université. Sinon, si on ne le fait pas, on va continuer par produire des médecins, on va continuer par produire des juristes, on va continuer par produire des personnes en réalité qui, dans leur parcours académique, sont destinées au fait à l'usage de la bureaucratie. Prochaine étape, la décentralisation de leurs actions au niveau communal et départemental. Au Bénin, il représente un excellent allié pour les mets locaux. Les poissons fumés regorgent de plusieurs vitamines et sont surtout appréciés pour leur arôme. Sur le marché, les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Vendeuses et clientes se confient. Découvrons le marché de poissons fumés à Cotonou avec Igor Ayoso et Gloria Oni. Déjà 8 heures du matin, ces dames revendeuses du poisson fumé s'installent ici dans le plus grand marché du Bénin. Marchandises exposées, négociations serrées. Entre l'offre et la demande, les deux parties s'entendent sur le prix à payer. C'est parce que je veux acheter que je suis venue au marché. Emballe-moi ça. Cette cliente parvient à s'acheter une petite portion de ce poisson fumé dont elle raffole. Quand j'achète ce poisson, je fais la sauce gluante ou du riz au gras avec. Je prépare aussi des sauces légumes avec. J'aime bien ce poisson pour ses nombreuses vitamines. Ici, la clientèle est rare, la demande réduite. Malgré cette situation, elles maintiennent leur commerce. Pour avoir un bénéfice de 500 francs CFA, c'est la croix et la bannière. Les Béninois comme les étrangers ne nous comprennent souvent pas sur le prix de vente. Pourtant, on est tout le temps ici car nos enfants doivent manger. Ces poissons fumés viennent de plusieurs horizons. Le poisson fumé acheté ici est autre que ce qu'on importe.
Ce qui vient du Ghana est de la mer. Or, ici, on a les poissons comme les carpes, les frettins, les poissons-chats et autres. Dans ce marché, les revendeuses du poisson fumé sont presque de la même ethnie. Elles s'entendent pour harmoniser le prix, de sorte que près de 65% retournent à leur domicile avec un bénéfice de 2000 francs CFA au moins. Ici, nous sommes tous 7 Hula Tofin. Nous ne détournons pas les clients de nos voisines. En plus, nous nous entendons très bien sur le prix de vente à l'unanimité. Ici comme ailleurs, cette activité génératrice de revenus permet de dynamiser l'économie locale. Merci d'être resté en notre compagnie. Wikeko se poursuit. Merci à vous, Amandine Agnamboussou. Le mini-journal terminé, place à présent à la revue de presse. C'est une présentation de Estelle Pazou. Amis des canards, salut. C'est parti pour la revue de l'actualité économique de la semaine. Restitution des œuvres d'art par la France au Bénin, il faut saluer le courage de Macron. C'est le verbatim du ministre des Affaires étrangères, relayé à la une de Fraternité dans sa parution du lundi. À lire dans les colonnes du journal, l'intégralité de l'interview accordée par Aurélien Agbenossi à RFI, pour qui le retour au bercail de ces œuvres d'art est une promesse tenue, une bonne avancée, mais surtout une victoire commune aux deux partenaires que sont la France et le Bénin. Information à lire également dans le quotidien L'Économiste qui précise qu'il s'agit de 26 œuvres d'art. Sur le même sujet, Matin Libre titre à sa une « Grosse action de souveraineté » et fait une mention spéciale au président Talon qui y a cru. Commission budgétaire à l'Assemblée nationale, Atanaso, Arhisou, Kenom et Djogbenou face aux députés. Prévision budgétaire oblige, ils ont chacun à leur tour défendu leur portefeuille. Pour l'année 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prévoit pour toute dépense 60 974 754 000 francs CFA. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, 3 329 208 000 francs CFA suffisent à mettre en œuvre tous les projets inscrits pour l'année prochaine. Au ministère de la Santé, le budget prévisionnel est de 15 925 6 296 francs CFA. Pour la Cour constitutionnelle, il s'élève à 1,3 milliard de francs CFA. Information à lire en pages 2 et 8 de Fraternité. SID Africa 2018, le Bénin abrite un sommet de haut niveau sur l'énergie. L'objectif, nous apprend l'économiste, est de réunir dans un même creuset les principaux acteurs du secteur énergétique en Afrique et d'évaluer les approches de solutions pour une meilleure sécurité d'approvisionnement à moins de coûts. On reste dans le secteur énergétique et cette fois avec le journal Fraternité du jeudi qui inscrit noir sur blanc apurement total des dettes de la SB2E vis-à-vis de la CEB. Patrice Talon honore les engagements pris à Lomé. Engagement qui convertit en numéraire ce chiffre à 27 milliards de francs CFA. Pour le quotidien du service public La Nation, la politique énergétique du président Talon vient ainsi d'être validée. Bénin Intelligent relaie également l'information et trouve que le président vient ainsi de sauver la SPEE. De l'énergie, on s'intéresse à présent à l'eau avec Nouvelle Expression qui titre dans sa parution du mercredi « Eau potable pour tous à l'horizon 2021, une réalité désormais sous le gouvernement Talon ». Disposer de l'eau potable n'est plus un luxe ou une question de rang social. Forum international Afrotech, les contours du numérique révélés et zoom sur les innovations technologiques. C'est à travers la deuxième édition de la Semaine du numérique. Un creuset d'échanges sur les défis du secteur et des propositions pour plus de pénétration dans le secteur de l'éducation ont meublé les activités, nous informe La Nation dans ses numéros du mercredi et du jeudi. À lire à la une de La Nation du vendredi,
Communication électronique au Bénin, ARCEP Bénin encadre les tarifs de ces services. La seconde de communication va désormais coûter entre 0,4 et 1 franc CFA, soit 24 francs CFA au minimum et 60 francs au maximum, suivant l'option libre ou le forfait activé. Le mégaoctet sera facturé d'1,2 à 3,1 francs, suivant les forfaits, soit entre 1200 et 3100 francs le gigaoctet. Le prix d'un message SMS est fixé entre 2 et 5 francs CFA. Il s'agit là des prix toutes tasses comprises. Fraternité vient compléter l'information et énonce qu'il n'y a plus de place aux abus et à l'opacité en matière de tarifs de communication. Contrôle des plaques d'immatriculation des engins à 2 ou 3 roues, la répression reportée à une date ultérieure. C'est Fraternité qui apporte la bonne nouvelle aux automobilistes retardataires à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Et pour cause, plusieurs demandeurs ne pourront pas entrer en possession des plaques de leur véhicule à 2 ou 3 roues avant le 1er décembre 2018, date précédemment annoncée pour le démarrage de la phase de contrôle par la police. Les services de l'Agence nationale des transports terrestres sont à pied d'œuvre pour leur donner satisfaction. Pour l'heure, les responsables des forces de sécurité sont invités à prendre les dispositions nécessaires au strict respect du communiqué. Fin de cette revue, prenez du plaisir sur Wikeko en attendant d'avoir de mes échos dimanche prochain. Merci à vous Estelle Pazou, en espérant vous retrouver dimanche prochain pour la revue de presse. À présent, c'est le décryptage. En 2017, près de 37 millions de personnes vivaient avec le VIH-Sida et plus de 940 000 personnes sont décédées de maladies liées au VIH-Sida. Des chiffres alarmants malgré les efforts consentis au quotidien pour l'élimination du virus et pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Sur ce plateau, pour en parler avec moi, je reçois Yasmine Damata, journaliste à BB24. Yasmine, bonjour. Bonjour, Vice Balogun. Vous allez bien? Très bien. À côté de vous, Christian Sessou, il est journaliste à Radio Planète. Christian, bonjour. Bonjour, Ilvaïus. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je rappelle que vous êtes tous deux membres de la plateforme Média Santé. Tout à fait. Alors, Christian, le sida, est-ce une maladie banale ou une maladie banalisée? Je dirais une maladie banalisée parce que, vous savez, que ce soit le gouvernement à travers le programme national de lutte contre le sida, oui, ou bien le système des Nations Unies à travers l'ONU-SIDA, ces deux partenaires font beaucoup d'efforts normalement, oui, pour éradiquer le mal d'ici à l'horizon 2020. Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu du tout d'avancée. On est resté sur l'indice de 1,2% à ce jour. À ce jour, hein? 1,2%. C'est vrai, je n'ai pas fait trop d'activités sur le sida, mais j'ai eu la chance, quand même l'année passée, d'assister à une conférence organisée par le président honoraire de la Société africaine anti-sida, oui, l'ancien représentant de l'OMS au Bénin, Dr Pierre Pelebou. Cette conférence portait le thème sida hier, aujourd'hui et demain. L'espoir est permis, c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais le rapport qu'il nous a fait est que en Afrique, il y a déjà 36 millions. Non, dans le monde, il y a 36 millions de séropositifs. Mais seulement, pour l'Afrique seule, on a 26 millions. Ah oui, c'est assez alarmant. C'était comme si c'était un mal de l'Afrique. Alors, Yasmine, j'aimerais bien répondre sur ce que Christian vient de dire. C'est le mal de l'Afrique, le sida? Je ne trouve pas que ce soit le mal de l'Afrique, le sida. Le sida est apparu pour la première fois, on l'a su pour la première fois en Afrique, mais ce n'est pas le mal du sida. C'est les Africains, bon, de plus en plus d'Africains ont le sida, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la maladie de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique selon vous que ce soit une question difficile à évoquer encore à ce jour? Ben, il faut avouer qu'on a tous peur du sida, puisque c'est la mort. Ouais. Naturellement, on a peur de mourir. Donc déjà qu'on sait que quand on aura le sida, déjà on tombe malade. Mais
En fait, je dirais même, c'était avant ça. Maintenant, ça a évolué. Ou moi, je dirais, je rebondis sur votre question à Christian, c'est plus une maladie banalisée, mais c'est une maladie banale maintenant. Parce que le sida, maintenant, aujourd'hui, avec les avancées qu'on connaît dans le milieu en termes de prévalence, je trouve que le sida est banal. C'est comme l'hypertension, le diabète. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a aujourd'hui des modes de prévention et même un traitement en ce sens. Il y a les ARV qui sont maintenant disponibles. Donc, je trouve que c'est une maladie banale. Voilà. Mais si c'est une maladie banale, Christian, est-ce qu'on doit continuer à sensibiliser ou la sensibilisation n'a plus sa place? La sensibilisation a toujours sa place parce que, vous savez, le gouvernement béninois et ses partenaires ont un objectif. Il y a l'objectif 90-90-90 qui dit qu'il y aura en 2020 90% de dépistage et 90% de séropositifs qui seront soumis à l'ARV antirétroviraux. Et il y aura 90% de charge virale négative. Donc il faut sensibiliser pour atteindre cet objectif. Cet objectif-là. Toujours la sensibilisation, Yasmine. Oui, surtout dans les écoles, les écoles et lycées. Moi, je trouve qu'il faudrait même sensibiliser. Déjà, commencer par introduire dans nos collèges, dans nos lycées, en parler, éduquer. Même les artisans, lors de leur formation, qu'on apprenne à nos jeunes, déjà, qu'on parle de la sexualité, qu'on apprenne déjà aux jeunes le sida. Là, vous évoquez la question de l'éducation sexuelle à l'école. Oui. Il le faut, pensez-vous? Oui, il le faut. Et nous sommes dans une société qui est assez taboue quand même. Assez tabou, mais aujourd'hui, avec le mal qu'on a, je trouve que ce n'est pas le tabou qui va nous sauver. Puisqu'on dit déjà que, comme l'a dit Christian, le sida devient la maladie des Africains. Mais non, ça ne sera pas la maladie. Et si on veut que ce ne soit pas la maladie des Africains, il faut déjà qu'on éduque nos enfants, il faut qu'on leur apprenne. Oui, mais ne leur apprenons pas à aller juste vers le préservatif. Montrons-leur les différentes méthodes de prévention pour qu'ils ne tombent pas, qu'ils n'aient pas un jour le sida, qu'ils ne soient pas un jour interpellés comme des sidéens. Encore que, pour moi, c'est pas qu'il faut être sidéen, mais même quand on est sidéen, d'après les spécialistes, on peut vivre plus longtemps même que la personne qui se dit non malade. Voilà. Donc, alors, Christian, faut-il introduire l'éducation sexuelle à l'école aujourd'hui? Pourquoi pas? Parce que vous l'avez dit dans votre introduction qu'il y a plus de 115 000 séropositifs au Bénin. Mais vous savez qu'il y a au moins 5 000 jeunes moins de 15 ans qui sont séropositifs. Donc, s'il y avait l'éducation à l'école, peut-être qu'on va diminuer le mal. On ne serait pas là s'il y avait l'éducation. Mais bon, évidemment, il faut reconnaître que l'éducation sexuelle va au-delà de la prévention contre le sida. Il y a également d'autres maladies qu'il faut apprendre aux enfants à mieux appréhender. Alors, dans un contexte où nous avons aujourd'hui les antirétroviraux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que celui qui attrape le sida, on va le dire comme ça, ne se dit pas qu'il peut vivre plus longtemps puisqu'il a un traitement, il ne craint plus rien et donc se préserver n'est plus nécessité? Pour ma part, je trouve que ce ne serait pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a les médicaments qu'il faut s'exposer, il faut devenir séropositif, aller vers celle qui a le sida. Mais non, il faut plutôt d'abord se prémunir. Bon, il faut d'abord se protéger. Là, mais si j'ai le sida, malencontreusement, là c'est mieux. Mais aller vers le sida, je trouve que, comme on le dit en Afrique, c'est maintenant que tu vas plus vite mourir. Hein. Il ne faut pas provoquer le sida. Il ne faut pas provoquer le sida, Christian. Effectivement, parce que malgré les antirétroviraux, ce n'est pas qu'il n'a plus le mal, parce que chaque jour, il y a un sidéen qui naît. C'est vrai que ces séropositifs qui sont soumis aux ARV, la science a prouvé que même s'ils sont 2 séropositifs, ils peuvent faire des enfants séronégatifs grâce à ces médicaments. Mais la science n'est pas aussi parfaite. Elle n'est pas aussi parfaite. Donc, il n'y a pas de risque zéro. Donc, il faut toujours se protéger. Toujours se protéger. L'autre aspect également, c'est la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'efforts se font pour que la mère ne puisse plus transmettre la maladie à l'enfant, et justement avec l'utilisation des antirétroviraux. Comment appréciez-vous cela? Bon, c'est vrai que c'est une avancée, mais il faut d'abord que
le malade soit connu. Il faut aller d'abord au test de dépistage avant d'en arriver là. C'est quand c'est un malade qui s'ignore. Quand c'est un malade qui s'ignore, bon, je ne pense pas que... Oui, mais cela peut... Quand on tombe enceinte, on va pour les... Je parle sous le contrôle de Yacine, bien entendu. Je ne suis pas une femme. Pour la première consultation, on fait déjà votre test de dépistage. Voilà. Et tout au long, même le jour de l'accouchement, on fait encore le test. Donc, à l'enfant? Oui, non, pas forcément à l'enfant, à la mère. À la mère, ok. Voilà, pour s'assurer parce qu'au début, on fait le test de dépistage, mais tout au long de votre grossesse, pendant les 9 mois, que va durer votre grossesse, la gynécologue vous suit. Elle vous suit, donc vous n'êtes pas susceptible d'avoir le sida. Maintenant, si vous l'avez, mais il y a encore les mesures pour accompagner pour que le bébé ne soit pas séropositif. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des chances pour qu'un enfant né d'une mère porteuse ne soit pas du tout porteur. Ce n'est pas qu'une chance. Il existe des mères séropositives qui ont des enfants sains. D'où la nécessité de se dépister. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais le dépistage aujourd'hui, est-ce une nécessité? Forcément, qui veut lutter contre le sida doit commencer par... Mais si j'utilise le préservatif tout le temps, je n'ai pas besoin de me dépister. Vous savez, le préservatif aussi n'est pas un risque zéro. Vous savez, parce que c'est un caoutchouc et il y a des pores qui laissent passer des virus. Donc c'est vrai que vous avez une chance de 90% au moins, mais ce n'est pas un risque zéro. Ce n'est pas un risque zéro et on n'oublie pas également les autres modes de contamination parce que ce n'est pas seulement le mode sexuel. Chez le coiffeur déjà, vous faites un tour et vous pouvez déjà attraper la maladie et voilà. Et on est exposé à tout moment. Moi, je trouve que les femmes sont même plus exposées parce qu'elles sont tout le temps en contact avec des objets tranchants à la cuisine rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder ces objets-là sains, quoi. Oui, mais si c'est pour moi, c'est pas vous seul qui l'utilisez. Voilà, c'est mieux. Mais quand j'invite une copine qui vient à la maison faire la cuisine, je ne connais pas son état parce qu'elle ne peut pas mettre une pancarte. Je suis séropositive. Donc, du coup, faut mes ustensiles de cuisine, et puis surtout qui sont tranchants, c'est pour moi, je les utilise seulement. Alors, les personnes vivant avec le VIH-Sida, aujourd'hui, ils ne sont plus stigmatisés. Ils sont comme tout le monde, ils circulent comme tout le monde, ils ne craignent presque plus rien, on va dire ça comme ça. Bon, je suis en train de voir que le Bénin est allé un peu à l'école de l'Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, le sida, c'est comme le palu. Mais en temps, au Bénin, les séropositifs, ils se sentent stigmatisés, ils ne rentrent pas trop dans la société. Quand vous les invitez sur un plateau, ils ne vont jamais venir. Mais aujourd'hui, bon... Vous pensez que cela est dû aux efforts que le gouvernement fait ou que les programmes de lutte contre la lutte contre le sida, ces efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer le niveau de vie de ces personnes-là? Oui, effectivement, il y a un travail psychologique, il y a une sensibilisation autour. On leur montre que même le séropositif peut vivre longtemps que celui qui est atteint de palu. Donc, quand ils ont compris ça et ils sont soumis aux ARV, bon, ils n'ont plus honte. Mais une question se pose, la disponibilité des ARV. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'a en quantité suffisante? Il faut avouer qu'il y a un moment où il y avait une rupture, il y avait un problème par rapport à une molécule. Oui. Mais je crois que d'après les structures sanitaires en charge de la lutte contre le VIH, je crois que c'est disponible maintenant. C'est déjà réglé, c'est toujours disponible, ils peuvent toujours avoir les ARV à temps en plus. Mais il n'y a pas de conditions particulières pour avoir accès à ces ARV, des difficultés? Pas vraiment. Je pense que c'était avant, où quand le patient devait aller s'en procurer, le distributeur qui se comportait parfois mal envers eux, ou c'est l'autorité qui devait y aller là-bas, se trouvait gênée qu'on puisse savoir qu'il est séropositif. Mais aujourd'hui, maintenant, sur toute la chaîne, ils sont sensibilisés. Autant le patient que le distributeur, que le pharmacien qui doit livrer l'ARV. Donc, du coup, je trouve que c'est bien, on a déjà mis, le gouvernement a mis en place déjà les dispositifs pour que les séropositifs ne soient pas lésés et aussi pour les accompagner. Surtout pour les accompagner. En fait, il n'y a plus de discrimination, mais il n'y a pas de stigmatisation. Tu vas, tu te procures ton ARV
tu prends tes médicaments et tu prends tes médicaments comme il le faut, n'est-ce pas, Christian? Effectivement, seulement qu'il y a une question qui me taraude souvent l'esprit. Oui, je me dis que pourquoi, au-delà des ARV, pourquoi l'État béninois ou bien nos décideurs ne peuvent pas associer nos phytothérapeutes, parce que vous savez... Oui, mais justement, parlant des phytothérapeutes, beaucoup disent avoir le remède contre le sida. Voilà. Pourquoi ne pas expérimenter? C'est possible, ça? Il faut expérimenter. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé le remède. Bon, effectivement, c'est parce qu'ils ne considèrent pas nos chercheurs africains. Mais justement, je rebondis sur ce que dit Christian. Oui. Je trouve que c'est vraiment, le gouvernement doit aussi tourner les yeux vers Mais est-ce que c'est le gouvernement ou le programme international, l'OMS, qui est en charge? Commençons d'abord ici. N'attendons pas les autres, commençons d'abord ici. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour les accompagner? Est-ce que déjà le gouvernement accepte les phytothérapeutes comme des partenaires de la lutte contre le sida? Donc déjà, quand on leur donne la possibilité de mettre à jour leurs recherches, de montrer au monde les résultats de leurs recherches. En avez-vous connu qui a eu le sida et qui a été guéri par un tradithérapeute, un phyto... Je m'abstiens d'en parler puisque Christian, il y a un décret du gouvernement qui refuse d'en parler. Il y avait un chercheur portoricain qui... Oui, mais est-ce qu'il a pu faire des tests sur des patients? Bon, c'est ce qu'il a dit, mais je ne connais pas un patient qui a été effectivement guéri. Mais ce que moi je demande, est-ce que l'État les associe? Il faut que dans le budget de l'État, il y ait une ligne budgétaire par rapport aux phytothérapeutes, pour qu'ils aient les moyens de continuer leur recherche. Parce que les recherches, c'est des moyens. C'est ça. Donc, il faut les associer. C'est là-dessus qu'on va terminer notre décryptage. Il faut que le ministère de la Santé pense à travailler avec les phytosanitaires, les tradithérapeutes, même si c'est un secteur encore difficile, pas très assaini. Merci à vous, Yasmine Damata, pour ce moment de décryptage. À côté de vous, j'avais Christian. Christian, merci également d'avoir été des nôtres. Merci, Ilvaris, pour l'invitation. Merci donc, chers confrères. Place à présent au dossier de la semaine. Je le disais à l'entame de cette émission, le Bénin a abrité cette semaine, ou plutôt il y a quelques jours, la semaine du numérique. Occasion pour créer des conditions favorables à l'essor du secteur et à la promotion des innovations locales. Dans le dossier de la semaine, on parle des enjeux pour le Bénin de faire du numérique un levier de développement. Mais avant, suivons cet élément. Le Bénin, plateforme du numérique sur le continent, cette deuxième édition de la semaine du numérique se nomme couplé avec le Forum international Afrotech 2018, donne le pouls des offres et opportunités que présente le Bénin autour du numérique. 2 jours de débats, de conférences, de partage d'expériences, de mutualisation des moyens, d'identification des potentialités, de promotion des startups, des mentorats, de formation au codage et la programmation, en somme, de rendre éligible le secteur du numérique de notre pays aux grandes rencontres sur le continent et dans le monde. Nous avons procédé à des activités qui ont permis d'impacter le secteur du numérique au niveau du territoire national, dans tous les départements, à travers plusieurs activités. Donc le Bénin Digital Tour, qui est en ce moment en train de permettre à toutes les catégories socio-professionnelles à travers 25 communes de notre pays de se faire former aux usages numériques et de développer leurs compétences numériques. Nous avons ensuite pu faire la 3e édition de la Benin Startup Week, la semaine des startups béninoises, qui a eu lieu cette fois-ci à Natitengu et en marge de laquelle j'ai pu inaugurer la classe numérique du lycée militaire des jeunes filles de Bembereke. Une 3e activité qui a eu lieu, c'est cette séance d'échange entre le ministère de l'économie numérique et de la communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias pour constater l'effectivité de la TNT. Et enfin, nous avons également lancé notre point d'échange Internet qui permet aujourd'hui de pouvoir optimiser nos trafics. Donc ce sont autant d'activités, en plus de ce forum qui a démarré ce matin, qui ont eu lieu au cours de cette semaine et qui nous permet de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et d'apporter en fait ces usages numériques aux populations béninoises.
la e-santé s'invite à chaque instant au cœur de notre pratique, notamment à travers la télémédecine où même vous pouvez être à des milliers de kilomètres et déjà avoir accès à un diagnostic. Et au-delà de ça, nous sommes en train de travailler actuellement au niveau du pays à intégrer le volet e-santé, même dans l'accès aux données, dans la conservation des données, dans le suivi des patients et autres. Et cela fait que cette semaine du numérique a plus d'un titre bénéfique pour le secteur de la santé. Le numérique a cette propriété de ne pas être seulement transversal, de ne pas seulement impacter tous les autres secteurs de l'activité économique, mais d'impacter tous les peuples du monde. Et donc de devenir à la fois des opportunités transnationales, internationales, mondiales, mais aussi des défis et des problèmes mondiaux. Et c'est une façon de pouvoir faire une promotion à l'échelle internationale, à l'échelle africaine, amener des jeunes, des startups de tous les pays du continent pour qu'ensemble ils puissent s'échanger, faire une friction d'idées. Et vraiment, je suis très satisfait de l'organisation de cette semaine du numérique ici au Bénin. Vibrer au son du numérique, parler, respirer, manger le numérique, porter le son et le rythme du numérique, c'est transformer les modes de vie, les habitudes autour des compétences du numérique et en rendant plus attractif la destination Bénin, en scellant par là les liens de près de 12 millions de Béninois avec plus de 1,3 milliard d'Africains pour, autour et à travers le numérique. Avec moi sur ce plateau pour évoquer donc la question des enjeux du numérique, Noah Agbafa Padonou. Il est spécialiste de systèmes d'information. Monsieur Noah Agbafa Padonou, bonjour. Bonjour Monsieur Balogun. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors on parle numérique. Alors, et d'emblée, j'aimerais vous demander, le Bénin dans le numérique, peut-on dire qu'aujourd'hui c'est une réalité? Lorsque nous parlons de numérique, nous parlons de 4 éléments. Oui, nous parlons des infrastructures, nous parlons d'une législation, donc d'une gouvernance du numérique, nous parlons des formations qui sont faites, donc des jeunes totalement prêts pour développer toute plateforme numérique, et nous parlons d'une médiation, donc d'une politique du numérique qui existe. Donc lorsque les 4 éléments, ces 4 besoins sont nourris, nous pourrions dire que nous sommes en plein dans le numérique. Et quand on vient au Bénin aujourd'hui, en termes d'infrastructures, le Bénin a déjà un certain nombre d'infrastructures. La preuve, le gouvernement aujourd'hui est en train de boucler totalement le Bénin à travers un certain nombre d'axes que le gouvernement a définis. Je veux parler des poses de fibres optiques qui sont posées un peu partout. Donc, en termes d'infrastructures, il y a Bénin Télécom aujourd'hui qui est subdivisé déjà en 2. Bénin Télécom infrastructure, Bénin Télécom service. Le gouvernement est en train de travailler pour amener beaucoup d'autres acteurs afin qu'eux-mêmes, ils offrent des services numériques. Nous voyons déjà de l'autre côté, il y a les réseaux sociaux, il y a les réseaux GSM qui accompagnent le gouvernement, qui accompagnent les besoins. Donc, les infrastructures se mettent en place petit à petit. C'est vrai que ce n'est encore pas le souhaitable, mais toujours est-il que les infrastructures se mettent en place petit à petit. En termes de législation, nous avons aujourd'hui le Code du numérique qui gouverne totalement aujourd'hui tout ce qui est numérique. Ce code du numérique qui est très bien fait, ça je l'avoue, qui est très bien élaboré. Il paraît d'ailleurs que c'est le Bénin qui est le seul à avoir exactement un code aussi élaboré. Ouais. Beaucoup d'autres pays ont leur code numérique, mais aussi élaboré. J'avoue que le Bénin a un code élaboré, c'est vrai. On peut toujours trouver de petites coquilles, mais ce n'est pas grave. Mais nous avons un code très bien élaboré qui gouverne totalement aujourd'hui le secteur du numérique. Et parlant de formation, le gouvernement aujourd'hui est en train d'assainir le milieu avec tout ce qu'il y a comme promotion des universités. Quand je parle d'universités, des universités dignes de foi. Et aussi l'assainissement au niveau des secteurs de formation. Donc des curricula de formation qui sont aujourd'hui presque stéréotypés. Donc un travail se fait. Mais ce qui reste est tout simplement qu'on puisse accompagner beaucoup plus ceux qui sortent des universités à correctement travailler. Donc mettre en place un certain nombre de structures qui les accompagnent. Donc c'est ça notre 4e axe. Donc la médiation, il faut des plateformes, des incubations qui doivent être créées afin de booster véritablement
le numérique. C'est surtout ça qui nous manque au Bénin. Si nous avons relativement les infrastructures, nous avons un bon code législatif, nous avons un certain nombre de formations. C'est vrai qu'on peut multiplier les curricula de formation, mais il y a beaucoup plus la médiation qui ne se fait pas encore correctement, ce qui fait que les jeunes qui ont une capacité de développement, d'application de ceci ou de cela dans le domaine du numérique ne sont pas souvent accompagnés. Voilà. Alors, on dit souvent que le numérique est un outil de transformation, un outil qui peut permettre de faire des réformes, aussi bien dans des secteurs comme l'éducation et la formation. Comment cela peut-il se faire de façon pratique et tangible? Vous savez, le numérique transforme totalement une société. Le numérique désenclave une société. Le numérique enrichit même la société. Quand je parle d'enrichir, vous comprenez, dans tous les secteurs. Le numérique apporte du signe à la bonne gouvernance. Et quand vous observez tout ceci, vous allez observer que lorsque le numérique est intégré dans un secteur, cela constitue véritablement un booster pour le secteur. Donc le numérique dans le secteur de l'éducation, c'est vrai qu'on n'y est pas encore véritablement, mais le numérique doit nécessairement venir dans le milieu de l'éducation. Parce que je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, nous nous plaignons du fait que quand nous allons sur le campus, nous trouvons énormément d'étudiants. On nous parle de près de 80 000 étudiants. Et il faut construire alors des salles de cours, il faut améliorer le système de transport, il faut le système de restauration. Mais il suffirait tout simplement qu'on ait une plateforme, que le système éducatif sur le campus soit mis, tel que j'ai l'habitude de le dire. Où il y a un certain nombre de cours, où il y a un serveur, il y a un certain nombre de cours qui sont en ligne, dont les étudiants pourront télécharger un certain nombre de cours, pourront télécharger, visualiser un certain nombre de vidéos de cours, où le professeur n'est pas tenu nécessairement de faire des cours présentiels, où le professeur peut faire même des cours en ligne, donc à des heures données, beaucoup d'étudiants. Tout le monde aujourd'hui a soit un téléphone. Il va se poser le problème de la connexion. Le problème de connexion ne se pose pas, puisque tout le monde aujourd'hui a un téléphone en main. Et nous avons téléphone, nous faisons WhatsApp, nous faisons tout, nous allons sur YouTube. Alors, donc, tous les étudiants ont de quoi déjà se connecter. Et puis, s'ils peuvent se connecter, et si le professeur peut faire son cours en ligne, et il restera juste un certain nombre d'heures de cours présentiels, qui seront des cours beaucoup plus liés à la pratique, on n'aura plus nécessairement besoin de faire beaucoup d'amphi, on n'aura plus besoin de réformer, d'avoir 1000 bus pour satisfaire les étudiants. Et les étudiants pourront correctement, parce qu'ils peuvent revoir le cours là plusieurs fois. Donc, le numérique dans le système éducatif est véritablement un booster. Aujourd'hui, nous continuons toujours de demander à nos enfants d'apprendre la table de multiplication par 2, alors que nous savons correctement que quand le maître donne l'exercice, quand l'enfant vient à la maison, il prend souvent le téléphone de son père ou de sa mère et il fait le calcul, le recopie. Pourquoi on n'intègre déjà pas la calculatrice en classe? Bon, ce serait une solution de facilité, non? Pas du tout, puisque le monde a évolué. Pourquoi on veut rester toujours conservateur? Nos enfants que nous formons aujourd'hui iront dans d'autres systèmes éducatifs où déjà on facilite l'utilisation de la calculatrice. Mais nous continuons de maintenir nos enfants à apprendre 2 x 2, 4. Quand il va se retrouver dans ce système, puisque nos enfants sont appelés à aller en France, aux États-Unis étudier, mais là-bas, il y a déjà un certain nombre d'éléments numériques qui sont déjà intégrés dans le système éducatif. C'est à ce pas-là que nous devons faire. La santé, l'éducation, dans tous les secteurs aujourd'hui. Même le e-gouvernement aujourd'hui. Parce que c'est aberrant, mon frère. Lorsque, par exemple, quelqu'un fait 30 ans de carrière et qu'au soir de sa vie, on lui demande maintenant d'amener encore son acte de naissance. On lui demande de ramener maintenant sa première fiche de paye. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Dans un monde totalement numérique. Donc, vous voyez, aujourd'hui, observez par exemple que le gouvernement, même dans sa communication, intègre véritablement le numérique. Il suffirait, dès qu'on finit le conseil des ministres, 5 minutes après, vous avez sur les réseaux sociaux le compte rendu. C'est ça aujourd'hui. Lorsque le gouvernement veut communiquer, le gouvernement aujourd'hui veut organiser même des forats de discussion avec le public, pour échanger avec le public. N'est-ce pas? C'est ça aujourd'hui la gouvernance numérique. Donc nous devons y aller. Et l'État fait énormément, certainement beaucoup d'efforts. Il faut peut-être beaucoup d'autres acteurs pour les accompagner. Et ça, certainement, ça viendra. Alors, on a également parlé durant cette semaine du numérique des concours qui ont été organisés avec des applications pour promouvoir l'utilisation de l'agriculture, par exemple. On se demande comment les technologies peuvent aider le cultivateur dans son champ à cultiver et même à exporter sa marchandise. Oui.
Vous savez, comme je le disais, le numérique aujourd'hui se retrouve dans tous les secteurs et impacte véritablement le secteur, surtout en tant que booster. Et quand vous observez aujourd'hui nos outils numériques dans le secteur de l'agriculture, observez tout simplement que même la géolocalisation de votre champ est un facteur aujourd'hui, puisque nous parlons de la sécurisation du domaine foncier. Du domaine foncier, tout à fait. Donc, lorsqu'on peut tout simplement, je prends un petit point, juste le début, l'entrée même du numérique dans le secteur, où les champs sont totalement géolocalisés, où on peut connaître où est-ce qu'on cultive le riz, où est-ce qu'on cultive le maïs, de telle sorte que celui qui en a besoin, s'il y a une plateforme, il peut consulter. Il sait que si je vais à Djidja, à tel endroit, je peux avoir le riz. Et lorsqu'on dépasse cela par rapport à l'agriculture même, puisque quand on parle de l'agriculture, on parle de l'humidité, on parle de l'ensoleillement, on parle de la quantité d'eau. Il y a aujourd'hui de petites puces qu'on peut placer. Et lorsque vous mettez plus d'eau, il vous avertit en même temps. Aujourd'hui, on peut même aérer, on peut faire tout aujourd'hui dans le domaine agricole en utilisant tout simplement les outils TIC. Lorsque nous parlons de TIC, lorsque nous parlons aujourd'hui du numérique dans le domaine de la santé, il y a aujourd'hui des montres qui vous donnent même vos constances à chaque minute. Dès que vous portez la montre, ils vous donnent la température, ils vous donnent même votre taux de glycémie, votre taux de ceci, votre taux de ça. Et cela peut être transmis en même temps sur une plateforme où votre médecin a accès à vos données en même temps. Et dès que cela dépasse un certain taux, ça fait consulter votre médecin. Mais ce dont vous parlez là, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça ne nécessite pas de moyens. C'est juste une démarche qu'il faut adopter. C'est juste une démarche. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des applications que des jeunes béninois ont créées où on peut avoir, même les médecins, on peut savoir où se situe tel médicament, à quel coût. On peut consulter directement un médecin sans se déplacer. C'est ça le domaine du numérique. C'est ça le numérique dans la santé. Aujourd'hui, il y a la télémédecine où un médecin peut rester ici, vous consulter et contacter même un autre médecin ailleurs qui peut donner son avis même sur tout ce qu'on est en train de faire. On peut aujourd'hui même faire la chirurgie pendant que quelqu'un d'autre de l'autre côté est en train de guider. Il y a aujourd'hui même un robot fabriqué par un Béninois. Tout à fait. Et cela constitue aujourd'hui la meilleure innovation au monde dans le domaine de la santé. Et c'est un Béninois qui a fabriqué ce robot. Ce robot qui est capable de faire totalement la chirurgie sans l'intervention humaine. Tout à fait. C'est du numérique. D'accord? Et donc, vous voyez, le numérique aujourd'hui impacte tous les domaines de la vie, tant de la vie sociale, de la gouvernance, de l'environnement, de la vie économique. C'est ça aujourd'hui le numérique. Alors, quand vous voyez l'écosystème numérique aujourd'hui du Bénin, est-ce qu'on peut dire que l'atteinte de ces objectifs-là, ceux dont vous parlez, est-ce que le Bénin est sur la bonne voie? Le Bénin est sur la bonne voie, mais c'est vrai que nous avons un pas de progression très lent, très petit. Qui peut se comprendre. Qui peut se comprendre, oui. Un pas de progression très petit, parce que vous savez, un pays essentiellement à budget essentiellement fiscal, c'est difficile parce que c'est des secteurs qui demandent des investissements relativement énormes, mais qui nécessitent beaucoup plus une politique, une cyberpolitique. Cette cyberpolitique n'est pas encore très bien déclinée au Bénin. Où est-ce que nous allons? Et quels sont les différents pas que nous devons faire pour atteindre ces objectifs? J'avoue, moi, de ma position, ce n'est pas encore suffisamment clair. C'est vrai que les acteurs, je veux parler de nos gouvernants, chacun dans son domaine est en train de faire quelque chose, mais puisque vous savez, le domaine du numérique est beaucoup plus transversal à beaucoup de sphères. Donc, il faut une concertation. Il faut une synergie d'action. Si on réussit cette synergie d'action, le jeu sera fait. Mais c'est cette synergie d'action qu'on ne constate encore pas. C'est vrai qu'on a vu la fois dernière au séminaire du numérique, à la semaine du numérique, on a vu le ministre de la Santé, c'est déjà un pas, c'est déjà très bien. Qui a déjà parlé même du e-santé. C'est déjà très bien que les différents ministres aient compris que oui, ils ont à s'accrocher plutôt au numérique pour booster véritablement leur différents secteurs. On remarque également que le Bénin se rapproche un peu plus de l'Estonie, qui est un pays qui est reconnu de par le monde comme étant un pays quasiment numérique. Oui.
Alors, avec l'exemple de l'Estonie, on va y arriver. Se rapproche, c'est trop dit. Hein. Nous sommes très loin encore de l'Estonie. Bon, on essaie quand même de copier l'Estonie. Oui, bon, on veut copier l'Estonie. On copie encore pas. D'accord? Puisque lorsque vous voyez le coût de la connexion, c'est vrai que l'État fait l'effort au niveau de la connectivité, mais la connexion coûte un tout petit peu pour nos... Parce que généralement, on tente de faire souvent des comparatifs avec d'autres pays. Tout à fait. Non, mais pendant qu'on fait un comparatif avec d'autres pays, il faut aussi faire le comparatif au niveau du SMIC, au niveau du pouvoir d'achat. Si on ne fait pas aussi ce comparatif, ce n'est pas alors juste. Vous voyez, pour un pays où nous tournons encore à moins de 40 000, lorsqu'on demande de faire des connexions de 30 000, de 45 000 francs, parce que pour moi, par exemple, quand je prends pas la connexion de 25 000 francs, c'est que je n'arrive alors pas à travailler. Pour mes besoins à moi. On me dira aussi que c'est certainement utilisé à usage économique. C'est vrai. Mais pour un étudiant qui va suivre des vidéos telles que je le propose, il faut plutôt qu'il ait une connexion illimitée de 25 000 au moins. Tout à fait. Et l'étudiant a quelle bourse pour pouvoir prendre la connexion à 25 000? Ce sera le rôle de l'université de mettre à disposition. Ce sera difficile. L'université perçoit combien? Lorsque notre université perçoit 15 000 francs chez l'étudiant, pendant que la France, aujourd'hui, vous vous rendez compte, pendant qu'on paie 170 euros... Ne me dites pas qu'on doit augmenter les 15 000 francs. Non, je vous fais un comparatif. Pendant qu'on paie pour la licence, on payait 170 euros pour l'entrée à l'université en France, mais aujourd'hui, c'est pratiquement 3 000 euros à l'entrée. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'on doit nécessairement augmenter les frais de scolarité, les frais de formation à l'université, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas à l'université de doter les étudiants d'une connexion. Non, chaque parent doit pouvoir faire l'effort. Encore que l'État fait l'effort déjà à ramener cela suffisamment bas. Donc, le coût de formation, donc chaque parent doit pouvoir faire l'effort, mais les opérateurs doivent pouvoir accompagner en minimisant aussi de l'autre côté la vente, je dirais la connexion, le coût de la connexion. Lorsque le coût de la connexion est bas, ça permettra une pénétration beaucoup plus accrue. Merci beaucoup à vous, Monsieur Noah Agbafa Padonou. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de systèmes d'information. Merci pour ces précisions. On croise donc les doigts pour que le Bénin continue sa révolution numérique, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais fin donc de ce numéro de Week Echo, vous pouvez le revoir, ou plutôt la revoir sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien et gardez le sourire.